Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de Plateau Bilembo, qui est une émission de campagne électorale qui accompagne la candidature du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons revenir dans ce deuxième numéro sur les grandes lignes, du moins les passages du candidat numéro 20 dans quelques provinces que vous allez découvrir en images. On va faire donc un retour en images, mais en toile de fond, une invitée, je dirais, Madame le ministre du Plan, Judith Suminwa-Tuluka, avec elle, on va parler du projet 145 territoires, puisque c'est son ministère qui porte en fait ce programme phare de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en est où avec le PEDEL 145 territoires? Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire? Merci de nous rejoindre et de suivre cette émission qui vous donne les nouvelles du candidat numéro 20. La tête de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre chez vous à la maison et merci à nos chaînes partenaires qui diffusent cette émission de campagne électorale qui, je vous le rappelle, est une émission qui accompagne la candidature du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre. Bonsoir Madame le ministre du Plan, Madame Judith Suminwa-Tuluka. Bonsoir Madame Rachel. Alors, vous allez donc nous parler en fond du programme 145 territoires, puisque c'est vous, la maire, on va dire, maire, puisque vous êtes tutelle, et c'est vous qui portez, c'est votre ministère qui porte en fait le programme 145 territoires. Est-ce que vous vous considérez comme la mère de la nation? Non, non, je ne suis pas la mère de la nation. Je suis, on pourrait peut-être dire l'ange gardien pour le programme de développement local des 145 territoires, dans la mesure où ce programme a un initiateur, qui est le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est parce qu'il a voulu qu'on puisse arrêter d'avoir cette différenciation criante en termes de développement entre les milieux urbains et les milieux ruraux, qu'il a vraiment poussé le gouvernement et toutes les structures autour de réfléchir sur un programme, un projet qui pourrait vraiment amener le développement au plus près de la base et vraiment éviter d'avoir cette cassure entre le milieu urbain et le milieu rural. C'est vrai, c'est un processus pour arriver à assurer que toutes les contrées de notre grand pays puissent être entièrement développées, mais ce processus est lancé avec le développement des 145 territoires au niveau de 25 provinces. À la quête donc d'un nouveau mandat à la tête du pays, Lichani Choukran, bonsoir. Vous êtes notre expert plateau, merci d'être avec nous. Vous suivez donc de près, pas à pas, on va dire, le déplacement du candidat numéro 20. Et alors, quelles sont les nouvelles de la campagne électorale? Alors, les nouvelles, je vais commencer par le problème. Il y a eu une grosse polémique depuis quelques jours à la suite de l'annonce du déplacement du chef de l'État vers Dubaï, en fait les Émirats Arabes Unis. Évidemment, comme on est dans une période de désinformation, beaucoup sont allés dans le sens non, il aurait des problèmes de santé, des choses comme ça. Évidemment, ses adversaires. Mais il n'en était pas question puisque ces programmes-là étaient prévus avant même que le président n'entre en campagne et qu'il devait y être. Alors, il n'y a jamais eu d'interruption de campagne et je pense que nous n'en sommes pas là. Alors, pour revenir sur la campagne, ça a été lancé, comme on le savait, depuis le 19 novembre. Et le chef de l'État a mis cap tout de suite vers l'ouest de la RDC, notamment vers Matadi, Boma et ainsi de suite. Il a fait le Congo central. Mais vous savez, le pays est très grand, donc on ne peut pas faire tout en si peu de temps. Alors, il a ajourné son séjour dans le Congo central. Il est revenu à Kinshasa, où il a été notamment à Kaluka. Et puis, juste après, il s'est envolé vers, notamment en ce moment, il est dans la région de l'Équateur. Il a commencé là-bas. Il était premièrement au niveau des Zongo, qui est une zone très importante. On se rappelle, Zongo a été endeuillé avec la montée des eaux en 2019-2020. Et il y a été le chef de l'État déjà à cette époque. Donc, ce n'est pas son premier déplacement dans ces coins. Ensuite, après Zongo, il est allé à Guémena. Nous sommes toujours dans la province du Nord Ubangi. Guémena, c'est au sud, finalement, Ubangi. Il est allé là-bas, notamment. Et puis, après le Nord Ubangi, disons le Guémena, il s'est encore rendu dans la capitale du Nord Ubangi, Gbadolite.
qui est une ville très emblématique dans le coin, puisqu'il s'agit de la ville quasiment créée dès ses cendres par l'ancien président Mobutu. Et il a été dans une communion incroyable, puisque là encore, l'histoire nous rattrape. Qui accueille les chefs de l'État à Gbadolite? Ce sont les fils du maréchal Mobutu qui sont avec lui dans une coalition. Et c'était une communion incroyable qu'on a vue au niveau de Gbadolite. Mais il a été aussi dans la province orientale. Il y arrive. Et dans donc, l'ex-province orientale. Il arrive après Gbadolite, il ira à Mbandaka. Là aussi, j'ai aimé ce que Patrick Mouya, le ministre de la Communication, dit. Il dira Mbandaka est tombé, puisque chaque fois que le chef de l'État passe, c'est quand même des foules incroyables. On se rappelle quand même qu'il avait un profil avant d'arriver au pouvoir, et moi je l'analysais déjà. On parle même aujourd'hui, quand vous entendez un cardinal catholique comme cardinal Mbongo parler des tribus, ainsi de suite. Mais là, nous avons face à nous quand même quelqu'un qui mobilise loin de sa sphère linguistique, on va dire comme ça. Et l'Équateur, pour moi, c'est la plus grosse surprise de cette campagne. Et donc, en Mbandaka, c'était quasiment incroyable. Ensuite, quand il quitte Mbandaka, il va à Lissala. Et à Lissala, c'est les temps qui s'est arrêté carrément. Et donc, toute la ville, pendant toute une journée, nous avons des gens sur place, vous allez les voir. Ça a été totalement une incroyable communion. Et Abumba, c'est évidemment la deuxième ville de la province de la Mongala. Là encore, c'est les plus grands rassemblements, à mon sens, depuis que la campagne électorale a commencé. Il était très difficile pour le président de quitter cette province parce qu'en fait, les habitants d'Abumba voulaient vraiment la voir pour éternellement, je pourrais dire. Et donc, nous suivons la campagne, comme vous le remarquez. Bilembo a déployé toutes des équipes un peu partout. Nous suivons le chef de l'État, notamment, comme on disait, dans toutes ces provinces, puisque quand il quittera Bumba, et en ce moment, il se dirige vers la zone orientale, comme vous l'aviez dit, à Kisangani. Il est arrivé très nuitamment, puisqu'il était d'abord à Bunia, avant d'arriver à Kisangani. Et puis, après Kisangani, il va... Mais on parle d'une mobilisation d'une équipe qui peine à mobiliser ou qui a peiné à mobiliser à Kisangani. Le problème avec notre pays, c'est qu'on a l'impression qu'on fait des concerts de musique. En fait, nous n'y sommes pas. C'est une campagne électorale. Déjà, le chef de l'État, c'est symbolique qu'il se rend quelque part. C'est un meeting symbolique. Il n'est pas celui, entre guillemets, qui bat campagne. Vous allez remarquer que même à Kisangani, ça a coïncidé avec l'arrivée des Vital Kamerhe. Et qu'au même moment qu'il battait campagne à Kisangani, il est de l'autre côté, dans le sud Kivu, où il y avait Modeste Bat qui y était. Et donc, si on veut revenir sur la fameuse polémique, comme les gens disent, de l'autre côté, on met des levures, des choses comme ça, nous sommes un peu dans une sorte de wenge où chacun essaie un peu de remettre en cause les acquis de l'autre. Mais en gros, les images sont là. Et je pense que quand vous parlerez avec nos correspondants sur place, puisqu'il est quasiment impossible aujourd'hui de mentir à tout le monde, donc vous aurez les images et les images répondront mieux que moi. Mais il y a quand même cette attitude où on traite une campagne électorale, une question politique très importante, comme si il s'agirait d'une polémique musicale. Et ça, quand même, j'en suis vraiment désolé. En fait. Madame le ministre du Plan, est-ce que vous avez l'impression que les échos de la campagne électorale pour le candidat numéro 20 sont positifs? Jusque-là, sur toutes les images que j'ai pu voir, les échos que j'ai reçus, je pense que c'est amplement positif. Quand vous écoutez la population, par exemple, demander la baisse de taux de change sur le marché, les routes, etc., c'est une population qui est restée insatisfaite. Mais vous savez, on vient de loin dans ce pays. Il faut le reconnaître. Moi, l'image que je donne toujours, c'est... Imaginez que vous soyez dans un gouffre à 100 mètres de profondeur. Même si vous gravissez 80 mètres et que vous arrivez à 20 mètres avant de pouvoir sortir, celui qui est à l'extérieur, qui vous regarde, pour lui, il vous voit dans le trou. Il ne regarde pas nécessairement les efforts que vous avez déployés pour arriver à moins 20. Pour lui, vous êtes dans le trou. Et c'est peut-être ça un peu la situation de la RDC, mais en même temps, moi, quand je prends l'exemple du programme de développement local, je n'ai pas eu encore l'occasion de faire toutes les provinces, mais parlons du Grand Équateur, justement. On a été à Bikoro, on a été à Libengue. On a rencontré des populations qui vous disent, mais écoutez, depuis l'époque coloniale, c'est la première fois qu'ils voient un bâtiment en dur construit par l'État. Vous avez des constructions de bâtiments administratifs où on va avoir un administrateur de territoire avec l'ensemble des services qu'il faut. Pour eux, mais
C'est quelque chose de vraiment incroyable. Et les gens ne s'imaginent pas. Il y a des coins où ils n'ont jamais vu des gens arriver et leur apporter tout ça, apporter une école. On est avec le président de la République dans le processus de gratuité de l'enseignement, qui a été un franc succès, vous le savez mieux que moi. Mais on a bien dit, on a eu des enfants qui ont pu aller à l'école gratuitement pour le niveau fondamental de base. Ça a permis à un certain nombre de parents de ne plus se prendre la tête pour envoyer ses enfants à l'école, de pouvoir les deniers qu'ils pouvaient réserver à ça, de les utiliser pour autre chose. On a parlé, parce que beaucoup n'y croyaient pas, de cette gratuité de l'enseignement. Après le fait d'avoir la gratuité, on a parlé de la qualité. Et justement, la construction d'écoles dans le cadre du PDL 145 territoires ne fait que renforcer les actions du gouvernement, d'ailleurs, qui sont en train d'être faites dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai, on a eu au niveau de... Je ne vais pas prendre la place de mon collègue le PST, mais il a pu le dire aussi dans les médias. On a eu une amélioration de salaire de base du corps enseignant. Tout ça sont des avancées. Et ce n'est pas évident dans un pays aussi grand que la RDC, avec près de 100 millions d'habitants, de pouvoir faire ça. On dira... Il a eu un mandat de 5 ans, mais le travail réellement a commencé depuis 3 ans. Donc, il faut pouvoir le croire et les images qu'on a le montrent. Maintenant, c'est vrai que tout le monde veut toujours le meilleur. Je pense que même vous, Rachel Kitsita, vous ne pouvez pas dire que si vous travaillez tous les jours, vous vous levez tous les matins, c'est que vous cherchez à avoir une vie meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Et ce n'est que normal. Voilà, puisque vous avez parlé du triomphe du candidat numéro 20 partout où il est passé, on va d'abord partir vers le Grand Équateur. On va prendre d'abord la ville de Bumba pour voir ce qu'a été la descente de Félix Tshisekedi ainsi que son échange, on va dire, communion avec la population de Bumba. Là-bas, il a été accueilli par des notables de la province et je vous le rappelle qu'il est accompagné des membres du directoire de l'Union sacrée pour la nation, mais également de son épouse qui joue un très grand rôle aux côtés de son mari, le candidat numéro 20. Madame la ministre, avant de prendre d'abord le duplex, le correspondant qui est à Bumba, le rôle que joue la première dame aux côtés de son époux, est-ce que Denis Nyakero Tshisekedi se révèle aujourd'hui à la face du monde, puisque on avait peut-être l'impression pour certains qu'elle était assez en retrait. Est-ce qu'elle vient au devant de la scène et joue ce grand rôle? Est-ce que c'est ça que vous attendiez de sa part? Je pense que depuis le début du mandat actuel qui prend fin, la première dame a pu démontrer sa capacité d'aller au devant de la scène, même si, évidemment, elle n'est pas le président de la République, elle est la première dame, mais elle a pu démontrer qu'en tant que première dame, elle prenait à cœur le devenir de ce pays, l'avenir de ce pays, particulièrement quand on parle, par exemple, des résultats de la fondation avec, comment on appelle ça, les bourses excellencières, la bourse excellencière. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est un processus aussi pour elle. Elle a commencé en tant que première dame. Elle a vraiment pensé que les enfants qui sont l'avenir de ce pays ont besoin d'avoir une éducation la meilleure, et elle a pu démontrer, parce que c'est ça le plus important, elle ne l'a peut-être pas fait à grande échelle, mais le fait de démontrer qu'en y mettant un peu, on y arrive, et on a vu les résultats. On a vu ces jeunes qui sont partis à l'étranger qui ont les meilleurs résultats par rapport à leur promotion. Et donc, ce sont des choses où on peut montrer qu'au fur et à mesure, elle prend de la puissance et elle démontre à la face du monde que c'est une dame qui est prête à accompagner son mari, et ça pour le bien de ce pays. Alors on va prendre donc notre vol pour Bumba et je vous laisse suivre ce qu'a été l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20 dans cette ville campagne électorale.
toza ba chef coutumier ya territoire ya Bumba toyokoyamba mokonzi wa ekolo toyokoyamba ye mpo azali somi ya ekolo na biso aya kotala biso mpo toyebisa nini toza nango besoin na kati ya territoire ya biso ya Bumba. Na aéroport toye mpo toyamba mokonzi ya mboka oyo azali mokonzi mpona biso bakongole nyonso nde akokoma lelo biso lokola basali ya nzambe nde toye mpona koyamba ye. Voilà, retour sur ce plateau, Madame Judith Seminoa Toulouka. Est-ce que ce ne sont pas des curieux, peut-être, genre on dit, ben, le président est arrivé dans la ville, est-ce que ce sont des personnes convaincues? Et pour certains, on dira, mais c'est à coup des billets de banque que toutes ces personnes se déplacent pour aller accueillir le candidat numéro 20. Bon, de toute façon, le plus important, ça va être le résultat final, parce que c'est là où tout se joue. Le 20 décembre, c'est là où tout va se jouer. Mais je pense que, comment pouvez-vous expliquer que pendant qu'il pleut, des gens, plutôt que de rester chez eux, vont à l'approche de ce candidat? C'est qu'il y a une réelle envie de le voir, une réelle envie de l'écouter. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, cette population va voir défiler un certain nombre de candidats. Il y en a d'autres dans la même population qui vont chez lui, vont peut-être aller voir aussi d'autres, parce que c'est ça aussi le but. Aller voir, aller écouter, et sur base de ça, prendre une décision. Et je pense que sur base de ce que le chef de l'État actuel, candidat numéro 20 aux élections présidentielles, leur aura dit, et ce ils auront pu voir par rapport à tout ce qui a pu se faire sur le terrain, c'est ça les arguments qui vont leur permettre de voter utilement. Direction maintenant Boendé, dans la province de la Chuapa. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait à cette population Lichan Choukrani? Finalement, Félix Tshisekedi, c'est la vedette. Moi, j'ai fait les provinces avant. Naturellement. J'ai fait les provinces avant les élections. Je suis l'homme le plus chanceux, en fait, parce que je connais un peu la configuration du pays. Le problème avec Kinshasa, c'est qu'on est centralisé sur nos téléphones. On croit que tout ce qui est fait ici, c'est seulement ce qui est fait.
Par exemple, on parlait tout à l'heure de Bumba ou bien du Nord Ubangi. Depuis 2019, le président a initié un programme, le STEP 2, avec le Fonds social, qui construit des écoles et des hôpitaux, des centres de santé. Et déjà dans ces coins du pays, depuis que le maréchal Mobutu est parti, Bumba était, disons, l'Équateur, le Grand Équateur, était un peu comme la province punie, au même titre que les Kasaï quand je revenais en fait de là. Et donc ces populations ont vu la différence, sincèrement. C'est-à-dire dès que le président est entré en fonction de 2019 à aujourd'hui, ces populations ont vu la différence. Vous prenez la route Yakoma pour aller jusqu'à Guadolite, c'est 200 km. Et cette route est restée pendant 20 ans comme ça. Si vous allez notamment en 2019, vous faites 12 heures, 14 heures sur un 200 km. Et puis, depuis que le chef de l'État est là, il a fait néanmoins 100 km entre Guadolite et Kotakoli. Vous faites ça en 2 heures. Et l'autre partie reste encore, et c'est effectivement le travail qui restera à faire après. Et donc, pour dire, effectivement, quand on est surpris ici à Kinshasa de la réaction des populations du Grand Équateur, moi, j'en suis pas, parce que j'étais là-bas, et surtout que c'est une population très chaleureuse. Elle a été vraiment au petit soin avec l'ancien président, et puis on ne négligera pas cette fois-là les grands soutiens que le chef de l'État a, notamment du côté de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, et puis du côté des Mobutu, notamment M. Nzanga Mobutu avec l'UDEMO, M. Giala, ainsi. En fait, c'est une grosse coalition que personne n'a vu peut-être venir. Et moi, quand je regardais un peu, je souriais parce que je savais qu'en fait, Kinshasa va finalement découvrir ces élections avec ces tournées finalement. Allez, en image, Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à Boédé. Kaka Fatima etonde akanisi chop atongeli biso elogari atongeli biso balabala apesi biso transco Fatima beto umela na chope. Numéro 20. Est-ce que vous avez dit numéro pour voter? Numéro Nini? Numéro Nini? Voilà, merci beaucoup. Ma maman est. Ma maman vous allez. La ligne dans la cabine, Moninga Nabino, première dame, maman Denise Nyakeru. Biso, pour Biso Totambo, le canard, ma maman. On a urne le 20 décembre numéro.
On va quitter Boendé, direction maintenant l'Ituri et plus précisément à Bunia. Je vous laisse découvrir sur ces images ce qu'a été l'arrivée du candidat numéro 20 et l'accueil réservé par la population de cette partie de la République démocratique du Congo. L'Ituri toujours en proie à l'insécurité. Aujourd'hui, est-ce que c'est une continuité des acquis de Félix Tshisekedi dans le domaine militaire, on va dire, dans la stratégie pour mettre fin à l'insécurité qui règne, qui sévisse dans le nord Kivu et le sud Kivu, mais également la province de l'Ituri, que les Ituriens voudraient accorder un second mandat à Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez cette impression? Il y a deux choses. Déjà, la colère. En fait, moi, je fais Goma, je fais Beni. On va peut-être revenir. Vous avez vu les images d'un candidat à Beni. Et quand on parlait tout à l'heure de l'argent, effectivement, il y a des gens qui sont très riches et qui ont déployé des moyens. Mais à Beni, au stade Afia, ils étaient à 23, comme certains disent. C'est parce que la population sait répondre aussi. L'Est du Congo a une population très en colère parce qu'elle a suivi à peu près les 5 dernières années comment les politiciens, comment les chefs de l'État et l'opposition ont géré la question sécuritaire, notamment la question très importante pour le peuple de la RDC, la question de l'agression rwandaise. Et donc, ces peuples-là n'ont pas une mémoire courte. C'est pour cela que vous voyez quand le président débarquait à l'Ituri, c'est quasiment l'effervescence. Et de l'autre côté, à Goma, le stade est vide. Parce que le peuple sait exactement quel jeu a joué qui est avec nos agresseurs, qui ne l'est pas. Et donc, pour revenir sur la question, il y a eu des efforts énormes, notamment avec depuis l'arrivée notamment du ministre Jean-Pierre Bemba, mais aussi un peu plus tôt, on a assisté, si vous voulez, on a replacé les soldats congolais au centre de la politique de défense de notre pays. Vous regarderez les salaires, peut-être moi j'en parlerai pas parce que je ne suis pas militaire, mais vous allez voir qu'il y a eu une nette progression.
sur le point de vue visuel et physique. Rien que ça, vous regardez un militaire congolais aujourd'hui par rapport à ce qu'il était avant, l'équipement militaire a déjà changé, ainsi de suite. Et là, si on rentre encore sur le point de vue de la politique de défense, il est vrai qu'il y a énormément de choses à faire du fait que notre pays est très grand. Nous n'avons pas un effectif militaire conséquent, mais une communion a été créée entre le président Tshisekedi et les populations, y compris les militaires. On parle notamment des jeunes recrues, des Wazalendo et ainsi de suite. Ce sont des jeunes gens, ils ont de l'avenir, ils font leur travail, mais un beau matin, quand le président a lancé l'appel pour faire face à l'agresseur, ils se sont levés et ils l'ont rejoint. Et donc, au-delà de problèmes, c'est une façon pour moi, quand je vois ces images, que la population est en train de dire que nous sommes avec celui qui a été avec nous dans le moment difficile et qui continue à chercher des solutions à nos problèmes. Direction la province de la Tchopo à Kisangani également, le candidat numéro 20 a foulé ses pieds et là-bas, il a aussi communié avec les compatriotes qui vivent dans la ville de Kisangani, mais également aux environs de Kisangani qui sont venus pour écouter son message de campagne électorale. Je vous laisse suivre ces images. À la place publique de la Poste, esika tozomona bana mboka ya Tchopo basangani ebele bozomona coin na coin bazozela arrivé à papa mokonzi ya ekolo Fachi Beton, les patriotes, l'homme de la gratuité, avec plusieurs réalisations, 145 territoires, réussite à 200%. Place ezate toyekoyamba président Abisso Fachi Beton, candidat numéro 20. Awa toza pona ye Fachi nde Beton. Kisangani mobimba toza sima na ye. Yango tosepeli kolanda lisusu ti awa. Toza suka te na ville baza plein nzela ti na aéroport. Na poste, batu batandani bazozela Fachi Beton, candidat numéro 20. Voilà.
komona président esengo na nga eleki koleka parce que balobaki oyo Fati alingaka Kisangani te, Fati akoya te, tolobaki il pleut ou il neige tokoyamba Fati. Pourquoi tokoyamba Fati? Parce que tozomona a déjà changement de ezali ndengo toponi Fati tolingi Fati 100% si toyebi koko na ye toyebi tata mwasi na ye epuis toza siri na Fati akoteka mboka te nde nasengi na peuple boyome nyonso tovote Fati massivement. Numéro na biso eza kaka moko numéro 20 100% sire. Voilà donc les quelques villes sélectionnées où le candidat numéro 20 est passé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Judith Suminwa Tuluka, sommes-nous focalisés où? Est-ce qu'à l'Union sacrée, vous êtes focalisé sur le contenu du message ou sur les chiffres en termes de mobilisation? Je pense que les deux sont importants. Il est important de s'assurer que le contenu est le bon et qu'il est compréhensif pour la population. Il est important aussi de voir en termes de mobilisation ce que ça donne, parce que c'est un premier test par rapport à ce que ça va être le jour des élections, parce que c'est ça aussi qui est important. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mobiliser aujourd'hui pendant le passage du candidat numéro 20, mais cette mobilisation doit aussi continuer pour assurer que le jour du vote, on ait aussi un nombre important de votants. Et ensuite, s'assurer que ces votants font le bon choix. Et donc, je pense que la conjonction des deux est un élément important qui va primer au moment du choix qui va être fait le 20 décembre. PDL 145 territoires, puisque c'est votre ministère qui porte donc ce projet, puisque vous êtes à la tête de ce ministère qui est donc le ministère de tutelle. On va d'abord, avant de parler de ce vaste programme de développement à la base, suivre ces images tournées à Béni, où le programme de Félix Tshisekedi fait, vous appelez ça des exploits, Lituani Choukrani. Vous êtes allé jusqu'à Béni avec votre équipe. Qu'est-ce que vous nous ramenez de bon sur l'exécution du programme 145 territoires depuis Béni? Nous l'appelons la guerre contre la guerre. C'est-à-dire, c'est fascinant quand on débarque à Béni et quand on est à Kinshasa. Moi, je suis un peu aujourd'hui contre les centralismes qu'on a de la pensée ici à Kinshasa. Quand on arrive à Béni, on trouve des gens en train de vivre normalement. Il y a de la guerre. Nous-mêmes, quand on était sur place, on a entendu de coups de feu. Je pense qu'en bon quinois, on était tout de suite sous les lits. Mais après quelques minutes, on va nous calmer un peu pour nous dire non, c'est un peu lourd. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? D'abord, c'est une histoire très merveilleuse qui commence dans un centre de santé pillé, où on avait violé même des femmes, comment dire, par les ADF. C'est resté comme ça pendant longtemps. Alors, un bon matin, ils voient des tracteurs, des jeunes gens venir. Ils ont reconstruit ces centres de santé. Et c'est très merveilleux parce qu'ils n'ont pas cassé l'autre côté qui est resté comme une sorte de musée. Et juste en face, ils ont posé l'œuvre du béton, comme on l'appelle là-bas. Et quand vous allez là-bas, c'est très important pour ces populations. Parce qu'à un certain moment, quand on détruit, certes, vous pouvez revenir avec l'armée, vous chassez un peu les ADF qui sont des terroristes et qui n'opèrent pas par l'occupation de territoire, mais qui sont là pour terroriser mentalement les populations. Et donc maintenant, l'approche du chef de l'État, c'est pour ça qu'on a dit la guerre à la guerre, même si nous sommes dans une approche de développement, construire les hôpitaux, construire les écoles, c'est une approche de développement. Mais là-bas, quand il construit une école, c'est un message qu'il passe aux populations aussi pour leur dire, écoutez, tenez bon, nous sommes ensemble, l'État ne vous a pas abandonné. Et imaginez que c'est la première fois depuis des dizaines d'années que l'État redébarque en fait dans ces territoires-là, dans ces coins du pays pour faire des choses.
Et donc c'est Béni la guerre contre la guerre que les gens, que nos téléspectateurs, nos spectateurs vont suivre. Et à notre sens, c'est l'un des films les plus importants que nous ayons à lancer aujourd'hui. Trêve de commentaires. On va donc suivre ce film, La guerre contre la guerre. Le mouvement citoyen Lucha a pris la rue vendredi à Goma, la métropole de l'Est de la RDC. Les militants sont très remontés par une série de massacres dans la région de Béni, une ville à 300 km proche de la frontière ougandaise. 14 personnes ont été massacrées depuis le début de la semaine et ce jeudi, au moins une quinzaine de personnes ont été retrouvées décapitées dans la zone de Mbao, au nord de Béni. C'était un certain lundi, 21 septembre 2020, à 9h45. Nous avions reçu les rebelles ici chez nous, à Moussoukou, croyant que c'était nos militaires qui faisaient les patrouilles. En les voyant avec la tenue, ils étaient arrivés jusqu'à nous saluer même, comme si c'était le nôtre. Et puis, à un moment donné, nous avions vu encore derrière eux, ils avaient toutes sous la même ligne, les gens qui étaient déjà ligotés. C'est là où nous avions cru que ce sont déjà l'ennemi. Ça a été obligé d'arriver dans notre structure et venir piller, incendier. Mauaji, walikuwa choma saru, banatukimbiza, tunasambalikana moya moya. Et prendre à destination inconnue l'un de nos agents. Que jusqu'à présent, cette personne n'est pas encore de retour. Les ADF ont fait longtemps ici. Ils connaissent toutes les voies du territoire de Béni. Ils se demandent la conjugaison de tout le monde pour éradiquer ce phénomène. Munganga yetu moya bashakaenda naye Kamabu ashakaenda. Et depuis ce jour-là, nous étions restés comme vraiment les enfants orphelins. Le bâtiment que les ADF avaient brûlé, pour que ça puisse arriver au finissage, ça fait plus de 8 ans. Parce que c'était le fonds local. On faisait passer porte à porte pour chercher les petits fonds. Le tout, on les mettait ensemble pour trouver ne fût-ce qu'un petit rien pour l'achat du ciment. Avant l'accession du président de la République à la magistrature suprême, le Sud Kivu, comme l'Est du pays, présentait une situation préoccupante sur le plan sécuritaire. Et je dois vous parler de la province du Sud Kivu. C'est chaque jour qu'on avait des tueries, des massacres, puisque cette province, cette région, ça fait déjà une vingtaine d'années. Depuis le génocide de 1994, et ses conséquences, c'est le pays, l'Est du Congo aujourd'hui, qui est victime. Et cela a occasionné des massacres. Et, je ne vais pas les citer, mais vous connaissez l'histoire de notre pays. Ils sont des milliers chaque jour, poussés sur les routes de la République démocratique du Congo à cause des combats. La guerre nous est posée par le Rwanda à travers les M23. La même chose pour le territoire de Nyiragongo. Dans le Nyiragongo, en RDC, ils sont des milliers à avoir fui les affrontements survenus ce mardi entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Mais grâce aux efforts du président de la République, 9 mois après son accession à la magistrature suprême, il s'est engagé pour la paix. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire pour la stabilité de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons la paix. Donc nous venons de très loin. Ça, il faut le reconnaître. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité.
si nous comparons la situation d'il y a 5 ans aujourd'hui, on a connu beaucoup d'avancées. Et il est vrai, les efforts doivent se poursuivre. Et je crois qu'il le fait chaque jour. Que ce soit dans cette province, les Sud Kivu, mais aussi les Nord Kivu et l'Ituri. C'est l'Est du Congo qui reste encore aujourd'hui un ventre mou sur les questions de sécurité. Un certain, le 17 octobre, nous allons recevoir une équipe qui va venir nous donner les rapports comme quoi le gouvernement central va construire pour nous. Mes remerciements vont droit au maître d'éternel de circonstances, l'Éternel de Tout-Puissant. C'est lui qui a inspiré le président de la République pour mettre en place ce gigantesque programme de développement local. C'est comme ça que nous avons reçu ce projet. Et comme vraiment le cœur était déjà dépassé par des stress, la vie misérable qu'on venait de vivre, il n'y a pas même un jour en tête que non, on passera à la construction de tout ce qui est déjà détruit. Vraiment, les anciennes structures étaient mal construites parce que c'était des écoles, des bâtiments en planches. Les enfants étudiaient dans de mauvaises conditions vraiment. Dans l'ensemble, pour la province de Nord Kivu, il y a 88 projets. Et sur les 88 projets, il y a 69 qui sont en cours. Mais ici, au Nord Kivu, au Grand Nord, Beni, Lubero, quand même, malgré la guerre, on a quand même bien travaillé. À Lubero, coup de chapeau, sur 15 projets, on a réceptionné 14. Pour nous, c'est un sentiment seulement de joie. Parce que vous imaginez, l'ADF vient détruire un bâtiment que la population elle-même a donné vraiment sa force et que le gouvernement central aussi vient montrer maintenant sa force face aux rebelles jusqu'à nous faire un bâtiment pareil. Bon, c'est pour venir nous essuyer les larmes aux yeux. Avec l'appui des chefs de l'État, nous remercions sincèrement, je dis encore sincèrement, par rapport à l'œuvre qui a été soumise à notre égard. La population était très contente par rapport à l'hébergement de ces bâtiments. C'était vraiment un souci majeur dans la communauté. Avec l'énergie VIP qui ne pouvait pas, on va relier un jour dans cette localité. Et aussi donner aussi une bonne image au niveau du territoire de Beni. Parce que si vous jetez un coup d'œil dans le territoire de Beni, le centre de santé Moussoukou est venu parmi les centres de santé VIP de la zone de santé de Oicha. Depuis que le Congo est Congo, depuis 1960, c'est le premier projet où ça concerne tous les 45 territoires du pays. À l'époque, il y avait des projets qui concernaient une partie du pays, mais ici, c'est l'ensemble du territoire national. Notre souci, il faut qu'il pense au deuxième mandat, qu'il soit le président de la République démocratique du Congo. Parce que par rapport au changement que nous avons constaté, nous avons vu qu'il a les soucis majeurs de ce pays. Si on parvenait à trouver une force majeure qui devrait dire à tous les Congolais de voter à 100% le président de la République. Je vais dire à ceux qui disent que non, le numéro 1 ne fait absolument rien, qu'ils viennent voir vraiment ses actions à partir de Moussoukou. Comme moi ici, qui vous parle, je serai témoin de publier les œuvres du président de la République. En tout cas, très content parce que c'est ma première fois de voir
un beau bâtiment comme ça, qu'un président va dire non, il faut que je fasse quelque chose pour la population d'Oicha. En tout cas, nous avons une joie immense. En tout cas, nous manquons quoi dur. On sent que vous avez les soucis du Congo. Hein? Depuis que le Congo est Congo, voilà des premières réformes où la population bénéficie directement des fruits de notre pays. Je vais d'abord dire grand merci. Nous le promettons un deuxième mandat. Maanake wakati nilisikia hospitali wanatujengea mpya, kwa sababu mimi ni mkaaji wa hapa depuis zamani, nilijazwa na furaha sana. Grâce à vous, vous êtes en train de transformer ça en richesse pour que les gens, la population puisse bénéficier. Donc de continuer, comme la Bible dit, celui qui met la mer à charrie, regarde derrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Je vous demande de ne pas regarder derrière. Derrière, ce sont des gens qui crient, oh, pas ça. Mais vous devez regarder de l'avant et puis continuer. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Benjamin Choukran Lichani. Merci pour ces images également à votre équipe, à l'équipe qui vous a accompagné. Vous êtes vraiment courageux d'arriver jusqu'à ce niveau, sachant que jusqu'à aujourd'hui, l'insécurité, le problème d'insécurité dans cette partie de la province du Nord Kivu n'est toujours pas réglé définitivement. Madame le ministre du Plan, est-ce que vous-même, vous êtes arrivé personnellement sur le lieu? Est-ce que vous connaissez l'endroit? Je connais très bien ce centre. Je connais très bien ce centre de santé de Moussoukou. Géographiquement parlant ou physiquement parlant? Non, j'ai été jusque-là. Ok. C'est vrai qu'il y a une situation sécuritaire qui demande de faire attention. J'ai été entourée des militaires qui m'ont accompagnée jusque sur place. J'étais même un peu étonnée au départ parce que pourquoi ils étaient aussi nerveux. C'est après qu'ils m'ont expliqué que c'était vraiment dans ce qu'on appelait le triangle de la mort à une époque. Et en ayant travaillé au programme des Nations Unies pour le développement, j'ai eu, dans une vie antérieure, quand on a vraiment commencé à travailler sur la coordination humanitaire, aller jusqu'à Oicha, mais je n'avais jamais été jusqu'à ce qu'on appelle le triangle de la mort, et voir ces populations qui, après les affres de la guerre qu'elle a subies, toutes ces femmes, ces enfants, ces hommes qui accueille avec joie ce centre de santé qui est construit, un nouveau centre de santé, à côté de celui qui a été incendié. Et celui qui a été incendié, d'ailleurs, il a été gardé là, mais le gouverneur, d'ailleurs, du Nord Kivu avait promis de pouvoir le réhabiliter parce que ça reste une symbolique pour la population. De voir, après tout ce qu'ils ont connu comme affre de la guerre, c'est une nouvelle vie pour eux. Et ça démontre aussi qu'on ne les a pas oubliés. Ce sont des gens qui ne pouvaient même pas penser un seul instant qu'ils pouvaient bénéficier de ce centre de santé, qu'ils pouvaient bénéficier, parce qu'il y a aussi des écoles qui ont été construites autour, il y a le bâtiment administratif. Ils ne pensaient pas qu'un jour ça pouvait arriver. Mais c'est arrivé. Et c'est ça qui est le plus important. Assurer que cette fraction entre le milieu rural et le milieu urbain puisse se réduire au fur et à mesure qu'on avance dans le développement du pays. Et je pense que c'est ça le plus important. S'assurer que ces populations peuvent aussi bénéficier d'un accès aux soins de santé, peuvent aussi bénéficier à aller dans des écoles décentes. On m'a demandé dernièrement, oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans le cadre du PDL, vous aurez pu commencer d'abord par les routes parce que c'est un casse-tête dans l'état des routes actuelles de pouvoir construire. Mais je dis, assurer que des enfants puissent être dans des conditions décentes, ce n'est pas un luxe. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. Comment on peut rendre leur dignité à une population qui a autant souffert. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et comment est donc structuré, puisqu'on parle du PDL 145 territoires, ce programme, comment est-il structuré et quelle est sa durée dans le temps? Alors, comme je vous ai dit, l'initiateur du programme, c'est
le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a demandé au gouvernement piloté par le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, de pouvoir, avec les membres du gouvernement, réfléchir sur ce projet qui va pouvoir aller vers la base. Et donc, c'est un projet multisectoriel où on retrouve autant les ministères tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, le développement rural, ressources hydrauliques, avec évidemment les finances, budget et le plan qui coordonnent, puisque c'est un programme multisectoriel. Mais la première démarche a été d'aller auprès des populations, parce que c'est ça qu'on oublie souvent. On dit oui, mais vous avez décidé d'aller construire des écoles, vous avez décidé. Non. La première démarche a été un processus participatif d'aller vers les populations. Donc, on sait, les équipes ont quitté Kinshasa pour aller dans les chefs-lieux de territoire. On a ramené dans les chefs-lieux de territoire les administrateurs des territoires, les chefs coutumiers de la société civile et certains représentants des communautés des différentes localités dans ces territoires-là, dans les chefs-lieux. Et là, il y a eu des discussions pour voir quels étaient leurs besoins prioritaires. Et c'est sur base de ces besoins exprimés que le PDL a été développé. Maintenant, c'est vrai qu'on a, dans les coûts, etc., il faut un minimum de standardisation. On est dans un projet. Donc, il faut un minimum de standardisation. Les coûts, on les a pris sur base d'autres projets équivalents qui ont été menés. C'est qui vous fait quel coût global? Au départ, le budget estimé est de l'ordre de 600 millions de dollars. 1 milliard plutôt, 600 millions de dollars. Non, 1 milliard 400 millions de dollars, parce qu'il y a on avait plusieurs phases. Et ce qui est important, c'est de dire qu'il y a eu différentes composantes et différents volets. D'abord, la première composante était de voir comment on adresse les questions en rapport avec les services sociaux de base. Et c'est dans ce cadre de cette composante-là qu'on a le volet école, centre de santé, bâtiment administratif, et viendra par la suite aussi pour les autorités locales des logements qui sont prévus. On a prévu aussi les routes de desserte agricole, on a prévu l'électrification ainsi que l'accès à l'eau. Dans une autre composante, et là on parle de la création d'une chaîne de valeur de transformation agricole. Cela veut dire que on va appuyer les producteurs locaux agricoles, on va les aider à pouvoir développer leur production en améliorant les semences, etc. On va les aider aussi à aller vers la transformation des produits qu'ils exploitent, qu'ils produisent, et pour pouvoir aller vers le marché, pouvoir vendre. Donc là, il va y avoir aussi des marchés qui vont permettre de pouvoir vendre cette production, et c'est pour ça que la réhabilitation des routes de desserte agricole est très importante, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir donner cet accès dans les échanges commerciaux au niveau de ces provinces. Beaucoup vous diront, on produit, mais puisqu'on ne sait pas les garder, on ne sait pas transformer, donc à un moment donné, on arrête un peu de produire. Donc aujourd'hui, c'est ça, cette revitalisation de l'économie au niveau local qui est important dans le cadre du PDL 145 territoires. Et dans la dernière composante, il y a tout l'aspect de renforcement des capacités, surtout au niveau des autorités locales, pour pouvoir avoir un meilleur suivi de tout ce programme et aussi assurer qu'il y ait une continuité dans la suite. Alors, le programme a été développé pour une durée de 3 ans. C'est un programme qui vient en appui du programme d'action du gouvernement. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a un programme d'action du gouvernement avec un certain nombre d'actions qui ont été prévues. Et ce programme PDL 145 territoires est un programme qui permet d'accélérer un peu cette possibilité de montrer jusqu'où on peut aller dans le développement. C'est un premier test. Et ça nous permet aussi d'assurer que, avec ce premier exemple, on a pris le test de commencer avec les écoles, les centres de santé et les bâtiments administratifs. Ça nous a montré les contraintes qu'on pourrait avoir. Comme tout programme de développement,
on a posé des hypothèses justement en disant on va avoir un certain nombre de contraintes compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons, compte tenu des risques qu'on peut avoir, parce que ça c'est normal quand on développe un programme ce genre de projet de développement, il faut réfléchir à tout ça, mais il faut réfléchir aussi à des mesures de mitigation qui vont permettre de pallier ou de faire face ou de contourner ces différents risques. Donc tout ça, ça a été prévu dans le programme et dans la mise en œuvre. Il y a des ajustements au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, c'est un peu ça. On s'est bien rendu compte que sur base des informations qu'on avait au départ, parce que ces informations, même si on a été sur le terrain, on a eu des coûts qui ont été élaborés sur base de projets qui avaient déjà été mis en œuvre, on se rendra compte, par exemple, que dans l'étude de faisabilité, parce que ça a été financé pour les routes de desserte agricole, l'estimation du budget était de 260 millions pour 40 000 kilomètres aujourd'hui, après les études de faisabilité, parce que c'est ça qui est important. Quand on fait ce genre de projet, on ne va pas, même si on a fait des estimations, il faut s'assurer au moment de la mise en œuvre que tous les éléments sont bien complets. Et donc aujourd'hui, on a, avec les études de faisabilité, on sait que pour les 40 000 kilomètres, on va devoir avoir besoin de 1 milliard 260 millions de dollars. Et donc là, c'est tout le processus de mobilisation de ressources sur lequel on est en train de plancher actuellement. Est-ce que les 26 provinces de la RDC bénéficient de manière équitable de ce programme 145 territoires? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des territoires dans des provinces qui sont favorisées par rapport à d'autres? Alors, là aussi, d'abord, la première précision, ce n'est pas 26 provinces, mais 25 parce que la ville-province de Kinshasa, qui est dans le milieu urbain, même si on sait que dans le périurbain, on a quand même aussi un contexte qui est plutôt rural, n'a pas été prise en compte parce qu'il y a d'autres programmes qui sont mis en œuvre à ce niveau-là. Donc, dans les 25 provinces, les 100... on a travaillé... La répartition se fait sur les 145 territoires. Et c'est peut-être ça aussi... la nouveauté de ce type de programme et le défi, c'est de démarrer sur l'ensemble des 145 territoires. Maintenant, c'est vrai, il y a des contraintes sur le terrain, il y a des localités, dans les 145 territoires, il y a des localités où on a pu démarrer tout de suite, d'autres pas, parce qu'on avait peut-être, quand on démarre, un pont qui vient de s'écrouler, donc on ne sait pas aller directement là-bas, donc ça retarde les travaux. L'autre chose qui a aussi été une nouveauté dans le cas du PDL 145 territoires, c'est de dire, vous le savez, le chef de l'État a dit quand il est arrivé qu'il voulait donner la chance aux entreprises locales. Et ça a été aussi un élément important dans le cas du PDL 145 territoires, où en dehors de quelques ONG qui ont travaillé principalement avec le BCECO, le plus gros des travaux est en train d'être exécuté par des entreprises locales sur base d'un appel d'offres qui a été fait à travers un avis à manifestation d'intérêt. Et donc le processus de passation de marché a été respecté. Bien sûr, et c'est là qu'on a pris du retard aussi, parce que justement en voulant respecter le processus de passation de marché, on a eu des agences qui ont eu à lancer des appels d'offres qui n'ont pas été concluants parce qu'on avait des entreprises qui ne remplissaient pas les critères. On a eu des agences comme, par exemple, j'ai parlé du BCECO, mais on a le Programme des Nations Unies pour le Développement, ou bien on a la CFF. Ce sont des agences qui ont dû aussi faire des forats où il y a eu un renforcement des capacités des potentiels entrepreneurs pour assurer qu'au moins quand ils répondaient aux appels d'offres, qu'ils puissent vraiment être bien outillés pour pouvoir participer à ce processus et gagner les marchés. C'est pas assuré. Et l'autre chose, à partir du moment où on donne à une entreprise des marchés aussi importants, parce qu'il y en a qui ont eu des marchés de plus de 1 million de dollars, etc., passation de marché oblige, il fallait trouver une garantie bancaire. Or, on est dans certains coins de la République où on n'a pas nécessairement un système bancaire performant dans certains milieux. Et donc, c'était toute une réflexion à mener pour dire comment aider ces entreprises-là à accéder à ces garanties bancaires, ce qui n'était pas évident. On connaît tous le système bancaire ici en RDC. On a
des taux d'intérêt importants quand les gens ont besoin de trésorerie, et ce n'est pas évident qu'une banque vous fasse confiance en vous donnant des garanties bancaires. Donc, il y a eu toute une réflexion à ce niveau-là où, avec les assurances, on a réfléchi pour que, pour certains cas, plutôt que d'aller vers la garantie bancaire, on va plutôt vers une assurance qui prend en charge le risque encouru. Donc, c'est toute cette réflexion-là qui a fait que ça a pris du temps. C'est pas quelque chose... ce n'est pas des projets où on vient ici à Kinshasa, dans 2-3 communes de Kinshasa, et on déroule. Non, ça se fait dans des endroits où certains n'ont jamais pensé même arriver. Et c'est ça qui est important, parce qu'on a voulu ne laisser personne derrière, aller en avant avec tout le monde. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et à ce jour, on en est où en êtes-vous avec l'exécution du programme PDL 145 Alors, territoires? Pour l'instant, on a commencé avec la première composante et sur le premier volet, école, centre de santé et bâtiments administratifs. Sur 2131 infrastructures qui étaient prévues au départ. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 30 novembre, donc pour la fin décembre, il est prévu de réceptionner, d'avoir achevé 916 bâtiments. Il en restera encore 1215, et ça, normalement, ça va être fait d'ici l'année 2024. Mais le plus important, c'est de noter qu'actuellement, le taux d'exécution moyen de tout ça, pour toutes ces écoles, est à 60%. On va me dire, mais comment ça se fait qu'on a seulement 916 écoles achevées et qu'on a 60% d'exécution? Eh bien, c'est normal, c'est dynamique. Quand vous construisez une maison, vous commencez par creuser les fondations, n'est-ce pas? C'est dans le processus de construction, jusqu'à ce qu'une fois que vous avez mis la toiture, etc., que vous avez fait les travaux de finition, que vous pouvez ensuite entrer pour meubler. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est tout ça qui compte dans le processus d'exécution. Et même les écoles, il faut les livrer avec des réservoirs d'eau pour qu'il puisse y avoir de l'eau dans ces écoles-là. Il faut des bancs, il faut des tableaux. Donc, c'est tout ça. Il faut l'aménagement extérieur. Donc, c'est tout ça qui est pris en compte. Et donc, c'est un processus. On peut avoir une école qui, dans les grosses œuvres, est achevée, mais on considère que l'école n'est pas achevée ou le centre de santé n'est pas achevé tant qu'on n'a pas bouclé la boucle avec tout ce qui a été prévu dans le cahier des charges. Alors, donc, ça, c'est au niveau des bâtiments administratifs. Et comme je l'ai dit, on a eu à financer aussi les études de faisabilité pour les 40 000 km de routes de dessert agricole. Et donc, nous sommes dans un processus de réflexion aujourd'hui en se disant, on a une cartographie complète aujourd'hui de ces 40 000 km de routes de dessert agricole grâce à ces études. On a pu établir les connexions entre ces routes et les routes nationales ou les routes d'intérêt provincial, parce qu'il était important dans le processus de priorisation des travaux on va devoir commencer par des routes qui vont ouvrir l'accès. Donc, il était important vraiment d'établir cette cartographie. Et aujourd'hui, l'autre réflexion, parce que les études de faisabilité ont pu nous montrer quels sont les différents ouvrages d'art qu'on va devoir avoir sur ces différentes routes. Donc, il s'agit de ponts, de buses, etc. Et aujourd'hui, on est dans la réflexion de dire, même si on a eu les études de faisabilité, vu l'importance du coût estimé, on est plutôt en train de réfléchir comment on va s'assurer qu'on ait des routes de dessert agricole stabilisées pour que, une fois qu'on aura réhabilité ces routes-là, on n'ait pas à les perdre parce qu'il y aura une année de pluie et qu'on ait à recommencer, parce que c'est des montants importants qui vont être investis. Et donc, il faut vraiment bien faire attention dans ce processus-là pour voir comment on va assurer que cet investissement ne va pas se perdre d'ici 2-3 ans et qu'il faut recommencer à zéro. Et donc, vous avez 3 agences qui exécutent les travaux. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la répartition de territoire par rapport à ces 3 agences? Alors, CFF est plutôt dans le sud et une partie du nord. Donc, CFF a le Congo central, toutes les provinces du Grand Bandundu, et a pris aussi l'Équateur, et ainsi que comment on appelle ça,
une partie du sud Ubangi. Non, ils ont le sud Ubangi et le nord Ubangi. Ça, c'est CFF. Au niveau du PNUD, ils ont le Kasai central, ils ont le Tanganyika, la Chopo, la Chuapa, le sud Kivu, ainsi que le Maniema. Ils ont 9 provinces au total. J'ai peut-être oublié l'une ou l'autre. Et ils ont aussi le Sankuru, le Baouélé aussi, et le Kasaï, ça je l'ai dit. Et le reste, les 9 autres provinces restantes sont au niveau de Beseko. Donc, il y a le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Haut-Lomami, le Haut-Katanga. Nous avons aussi le Nord Kivu. Voilà. Donc, dans le Nord Kivu, évidemment, Lituri et comment le ministère s'organise pour faire le suivi de tout ça, pour que ce soit des infrastructures qui sont construites selon les normes, qui sont viables et qui vont rester dans la durée et non des infrastructures à usage unique? Alors, comme je l'ai dit d'abord, c'est un mécanisme qui a été mis. Il y a une ordonnance présidentielle qui met en place le mécanisme institutionnel de suivi. Et on a 2 grands niveaux. On a le niveau politique, où on a un comité de pilotage qui est présidé par le président de la République qui décide des orientations politiques par rapport à ce projet-là. Le Premier ministre est coprésident et il y a certaines structures de la présidence qui sont inclus, ainsi que les ministères sectoriels, mais important, à ce niveau-là viennent siéger aussi des structures comme l'IGF ou la Cour des comptes. Parce que dès le départ, on a voulu assurer qu'un contrôle se fait de manière systématique sur les travaux qui sont en cours. L'autre niveau est un niveau stratégique où on a le comité de coordination stratégique qui est présidé par le Premier ministre. Et ensuite, à l'intérieur de ce niveau stratégique, on a le comité opérationnel national qui est présidé par le ministre du Plan, ainsi que coprésidé par le ministre du Développement rural. Et nous avons tous les autres ministères que j'ai cités, comme le budget, les finances, les infrastructures, la santé, l'éducation, les ressources hydrauliques, etc., qui, eux, sont membres. Et donc, il y a donc tout a commencé avec déjà au niveau de l'élaboration du programme, il y a eu des discussions techniques, et les services techniques de ces différents ministères se sont assis pour se mettre d'accord avec les agences sur les spécifications techniques. Vous irez, monsieur a fait le terrain, toutes les écoles du PDL 145 territoires sont construites sur le même type, le plan type. Et ça, c'est la division concernée au niveau de l'EPST, et de l'EPSP plutôt aujourd'hui, et des infrastructures qui ont travaillé pour donner ce plan type, ainsi que toutes les spécifications techniques. Il en est de même pour les centres de santé. C'est la division spécifique au niveau du ministère de Santé qui a donné les spécifications techniques pour ces centres de santé, ainsi que le ministère des Infrastructures. Il en est de même pour les bâtiments administratifs. Donc tout ça, c'est sur base de ça qu'on a pu faire les études de faisabilité, parce que c'est ça aussi. On n'a pas élaboré le projet et puis envoyé les agences directement sur le terrain, recruter les entreprises par appel d'offres. Non, il y a eu encore les études de faisabilité pour s'assurer de ce qui allait effectivement être mis en œuvre. Et c'est sur base des études de faisabilité que les cahiers des charges ont été élaborés pour ensuite pouvoir lancer les appels d'offres. Donc, c'est tout ce processus-là. Alors, en termes de contrôle et de suivi, nous travaillons avec les agences. Chaque agence a un mécanisme, puisque les agences recrutent les entreprises, mais chaque agence a ce qu'on appelle des ingénieurs à pied d'œuvre qui contrôlent régulièrement les travaux des entreprises sur base des cahiers de charges qui ont été élaborés. Et nous, en tant que ministère du Plan,
avec les différents services sectoriels, nous faisons des suivis, des missions de suivi, que ce soit nous, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit avec les amis de la primature. Nous faisons régulièrement des missions de suivi. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, dans le mécanisme institutionnel de suivi, nous avons aussi le niveau provincial, avec le gouverneur de province, avec les autorités, les administrateurs de territoire, la société civile, ainsi que les représentants des communautés qui, eux aussi, à leur niveau, font le suivi de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on relaie un certain nombre d'informations. Je donne un autre exemple, par exemple, je sais qu'on est pris par le temps. J'ai eu, par exemple, à tester le fait que, ça c'était d'ailleurs avant d'être ministre du Plan, j'étais coordonnatrice adjointe au Conseil présidentiel de veille stratégique, et j'avais mis en place avec les femmes du Congo central et de l'espace Grand Bandundu un mécanisme de surveillance, parce que ce qui avait été discuté avec ces femmes, c'est de dire, ce qui est en train d'être fait, c'est pour la population. Mais est-ce qu'elles s'approprient? Et elles doivent s'approprier. Et c'est ça le plus important. Et il faut s'approprier. Et donc, ce sont des femmes qui m'envoyaient, on avait mis en place un groupe WhatsApp qui envoyait des photos régulièrement en disant, voilà, à tel endroit, il y a ça qui se passe. À tel endroit, les travaux ont été stoppés. On essaye de comprendre pourquoi les travaux ont été stoppés. Ces travaux ont été stoppés pour différentes raisons. Moi, j'ai eu des entrepreneurs qui m'ont dit, écoutez, ils l'ont dit, il y en a un qui m'a dit, maman, vraiment, l'air est loco banda qui, bamiso soto kansa qui kegope c'est l'autre. Torliambo on a biso toki. To comprendre les lots que ezali kamali sekite qu'il faut travailler et avoir des résultats. Parce que certains ont pensé que bon, c'est un éléphant blanc, on va mettre de l'argent, ils vont prendre, ils vont partir. Et ils se sont rendus compte qu'avec le suivi qui a été fait, le contrôle, l'IGF, quand l'IGF vient pour contrôler, ce n'est pas parce que vous avez volé. L'IGF vient pour contrôler, pour s'assurer que les choses se font de manière correcte. Et donc, l'IGF a été au niveau, que ce soit du PNUD, que ce soit CFF, que ce soit le BCECO, a pris la liste des différents entrepreneurs qui travaillaient sur le terrain, ont envoyé des missions pour aller aussi contrôler. Donc, vous voyez, c'est tout un mécanisme de contrôle qui a été mis en place pour assurer que même si on sait que parfois on a du retard pour différentes raisons, au moins on s'assure que les choses sont en train d'être mises en place. Et même les entrepreneurs, dans les accords, les contrats qui ont été signés, il y a des mesures de sanctions. On a eu, par exemple, à demander, à mettre en régie un entrepreneur parce que, plutôt que de faire les travaux, monsieur, on ne sait pas ce qu'il a fait avec l'argent, donc il fallait arrêter. Donc c'est le financement du Trésor public. Financement du Trésor public, on a commencé le premier volet avec les fonds des droits de tirage spéciaux du FMI, qui sont une aide publique au développement, donc financement du Trésor public. On a financé les études de faisabilité pour les routes avec les fonds du Trésor public. Et aujourd'hui, on sait qu'avec la cagnotte, avec l'ensemble du budget qui a été déterminé, on est en discussion pour voir comment on mobilise des fonds supplémentaires pour assurer qu'on pourra boucler l'ensemble du processus. Mais si c'est pour 3 ans, Madame la Ministre, vous ne pensez pas que ce délai sera largement dépassé puisque en pratiquement 2 ans, vous avez, par exemple, sur le cas des infrastructures, si je m'en tiens aux chiffres que vous avez donnés, un peu plus de 900 bâtiments qui seront opérationnels déjà au mois de décembre. Vous avez dit la remise au mois de décembre, il vous en restera 1000 et quelques, oui. Et donc les 1200 qui resteront en une année. Mais attendez, on est parti pour 2026, 2027. Il faut d'abord savoir à quel moment effectivement les travaux ont été lancés. Et donc les travaux ont vraiment ont été lancés à partir de février de cette année, 2023. Je vous ai expliqué tout le processus, tout ce qui a dû être fait pour assurer que, une fois qu'on a commencé l'initiation de ce projet, qu'on arrive au bout et qu'on puisse vraiment démarrer proprement dit, et les processus de passation de marché. Donc, c'est vraiment à partir de février 2023 que les constructions ont commencé à être lancées. Donc, et aujourd'hui, quel est le plus grand défi auquel fait face le gouvernement pour l'exécution de ce programme 145 territoires? Mais comme je dis, encore une fois, je le répète, c'est vraiment le problème d'accès, donc des routes qu'il va falloir résoudre au plus vite. Parce que ça, une fois qu'on aura ça, on aura réglé, je pense, le plus grand défi qu'on a.
Alors, on va parler peut-être une question sur votre mandat à la tête du ministère, ou au moins depuis que le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Quelles sont les réformes, les grandes réformes apportées dans le secteur du plan? Bon, je pense que moi, ça va faire combien de temps? 8 mois, 9 mois que je suis là? Moins d'une année, on va dire. Moins d'une année, en tout cas. Et le plus important par rapport à ce que j'ai trouvé, je me suis assigné un certain nombre de chantiers. C'était le premier chantier, travailler sur le PNSD, puisque le PNSD actuel, il prend fin à la fin de cette année, c'était 2019-2023. Nous avons lancé le processus de révision du PNSD. On a déjà un cadre déjà bien défini. Et bon, je ne vais pas m'étendre dessus, ça pourra être l'occasion d'une autre discussion. Mais donc ça, ce processus est lancé et on voudrait le boucler avant la fin de l'année. Nous avons travaillé, comme on l'a dit, un élément important. Si nous voulons booster les investissements, il faut qu'on se donne les moyens pour pouvoir le faire. Nous avons travaillé sur un décret sur la gestion des investissements qui permet en fait de remettre un peu de l'ordre sur la manière dont les investissements au niveau public devaient se faire. Donc ça, c'est une discussion qui a été faite finalement en Conseil de ministres, validée, et on a pu avoir ce décret qui a été signé par le Premier ministre. Tenant compte de cette question d'investissement et le fait que le président Tshisekedi a tout le temps martelé sur le fait qu'il veut assurer qu'on améliore le climat des affaires, nous avons aussi lancé d'abord une première chose, c'est de dire on a fait une évaluation de la feuille de route sur le climat des affaires qui avait été élaborée en 2021 sur base d'une étude qui a été menée par l'ANAPI ou du baromètre du climat des affaires lancé par la cellule climat des affaires au niveau de la présidence. On a pu constater que plus ou moins 27 à 30% de cette feuille de route avait pu être effectivement mise en œuvre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur un plan d'urgence pour assurer qu'on ait un certain nombre de réformes tant au niveau fiscal, au niveau d'allègement de certaines barrières douanières, etc., qu'on pouvait absolument lever tout ça d'ici la fin de décembre 2023. D'ailleurs, là, je viens de lancer un courrier pour demander à ce que justement la NAPI et la CCA puissent faire l'évaluation de ce plan d'urgence pour qu'on s'assure maintenant de ce qui a été effectivement fait. Et en même temps, nous avons travaillé sur une nouvelle feuille de route avec un certain nombre de réformes à mener pour assurer justement que cette question du climat des affaires puisse devenir effective. Et donc, dans cette feuille de route, évidemment, revient la problématique de la lutte contre la corruption, l'accès à la justice, etc. Parce qu'il faut absolument qu'on puisse donner un certain nombre d'assurances aux investisseurs tant locaux qu'aux investisseurs étrangers pour assurer qu'on puisse booster le développement. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à penser que le développement de ce pays va se faire uniquement avec les fonds du Trésor public. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas penser que le seul employeur, comme on l'a aujourd'hui, le plus grand employeur, puisse continuer à être la fonction publique. Il faut absolument qu'on donne les moyens au secteur privé de pouvoir accompagner le gouvernement pour le développement de ce pays. Et donc, dans ce cadre-là aussi, nous avons eu à travailler sur les mesures d'application à travers un décret qu'a signé le Premier ministre pour la question des contrats du partenariat public et privé. Et donc ça, c'est aujourd'hui tout un mécanisme légal, des textes légaux qui nous donnent les possibilités de pouvoir aussi attirer un certain nombre d'investisseurs pour travailler avec nous dans le développement de notre pays. Alors, au-delà de ça, l'autre tâche que je m'étais assignée, c'était de pouvoir aussi booster l'outil statistique, et on est en train de travailler sur ça. Ce n'est pas facile parce que il faut assurer vraiment une redynamisation de l'Institut national de statistique. Nous avons aujourd'hui à la tête une nouvelle équipe qui a été nommée il y a peut-être 2-3 mois. Il a fallu aussi donner les moyens de pouvoir travailler dans des conditions
correcte de cette structure. Donc là, on a un peu, on s'est battu au niveau de la loi de finances 2024 pour assurer qu'on puisse avoir vraiment un niveau de frais de fonctionnement adéquat pour que l'INS puisse faire vraiment son travail, parce que aujourd'hui, on se rend compte que si nous n'avons pas de données statistiques, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont des projections, ce sont des estimations. Donc, il faut vraiment qu'on puisse asseoir notre développement pour avoir une meilleure planification sur des données qui sont vraiment fiables. Et c'est pour ça que le processus aujourd'hui pour aller vers le recensement scientifique de la population, c'est un processus dont on a parlé depuis plusieurs années, mais aujourd'hui déjà avec le processus de mutualisation qui a eu lieu avec la CENI, l'ONIP et le Bureau de coordination du recensement, nous permet aujourd'hui au niveau du BCR au sein de l'INS de pouvoir travailler sur une cartographie qui va permettre prochainement, j'espère, le lancement du recensement dès qu'on aura les financements disponibles. Ce financement, aujourd'hui, il est reconduit dans la loi de finances 2024 qui doit être promulguée, et donc nous espérons que dès l'année prochaine, nous pourrons le faire. Madame le ministre Judith Simenou-Atuluka, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Plateau Bilembo, une émission de campagne électorale qui accompagne la candidature du candidat numéro 20, que vous soutenez naturellement. Vous avez un mot de la fin, peut-être sur la campagne électorale, un message à adresser aux compatriotes qui vous suivront. D'aucuns m'ont toujours demandé, moi qui travaillais dans les institutions internationales, qu'est-ce qui m'a amené dans le secteur public et au gouvernement aujourd'hui. Je pense que c'est la volonté de pouvoir, même si j'étais en étant pendant des années, j'ai fait plus de 15 ans au programme des Nations Unies pour le développement, autant en RDC que aussi à l'extérieur, mais ça m'a permis de me dire, j'ai vu un côté du développement, je veux maintenant contribuer en mettant moi-même la main dans le cambouis pour le développement de mon pays. Et j'ai saisi l'opportunité de voir un homme qui fondamentalement veut le bien-être de sa population. Et c'est ça qui m'a attirée. C'est pour ça que j'ai accepté de vraiment venir travailler à ses côtés pour assurer que ce pays demain, pour l'avenir de nos enfants, puisse devenir un Eldorado. Et je pense que ça va l'être, et c'est pour ça que je dis, il faut donner la possibilité à ce monsieur qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir continuer sur la même lancée et terminer ce qu'il a commencé. Donc, pour le 20 décembre, votons tous pour le numéro 20. Ainsi se termine, merci beaucoup Madame le ministre du Plan, ainsi se termine ce deuxième numéro de Plateau Bilembo, émission de campagne électorale, au numéro prochain. Et nous allons revenir également sur le passage, on va dire, la tournée du candidat numéro 20 à la conquête des électeurs congolais pour un second mandat à la tête du pays, Monsieur Benjamin Lichani Choukran. Merci beaucoup, notre expert Plateau. La semaine prochaine, on va dire, on s'envole pour quelle province? On va revenir à Kinshasa après Buta et Iziro qui sont en cours aujourd'hui, Mahagi. Le chef de l'État va revenir avec notamment cette question de la visite aux Émirats Arabes Unis, mais il va revenir au Congo central. Comme j'avais dit que le pays est très grand, il ira notamment en Banzangulu et à Kasangulu pour revenir. En tout cas, il a pris le temps, il s'est dit qu'il va, parce qu'il avait loupé deux passages là-bas à cause de la pluie notamment. Donc il y aura vraiment ça avant qu'il ne s'envole vers le bourbier du Katanga, c'est comme ça que je l'appelle, où il est attendu vraiment par une grande population aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au prochain numéro. Bonsoir.